Je suis Frédéric Lowe, je suis animateur et responsable du cycle RH du G9+, qui a le plaisir d'organiser cette conférence à laquelle je vous ai convié. Je retiens avant toute chose à remercier l'usine IO pour nous avoir accueillis dans, on va dire, ce lieu surprenant. Quand je suis arrivé ici avec ce grand couloir noir, j'avais l'impression de me trouver au MoMA à New York. En fait, c'était une ancienne galerie d'art ici, ce qui explique effectivement cette architecture particulière. Et je crois que finalement, on va laisser ouvert tout, on a tout laissé ouvert pour que vous puissiez aussi profiter des tables d'atelier et autres pour voir effectivement comment ça se passe. Ce soir, on va s'intéresser au numérique. Dans le cas du cycle RH, le numérique, toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de faire leur transformation numérique. On parle beaucoup du numérique sous l'aspect technologique, mais ça a aussi un impact sur l'aspect ressources humaines. Et un très fort impact puisque beaucoup d'organisations sont obligées d'être revues, transformées, évoluées. Et donc c'est pour cela qu'on a eu l'idée effectivement de s'intéresser à l'impact du numérique sur les stratégies ressources humaines. Que faut-il modifier dans les organisations? Quelles sont les nouvelles compétences? Comment les équipes sont organisées? Enfin bref, tous les sujets qui tournent effectivement autour de cela. Pour cette soirée, j'ai le plaisir de présenter Jean-Pierre Bettner. Jean-Pierre Bettner qui sera l'animateur. C'est lui effectivement que vous allez voir pendant combien? 1h30 Une heure et demie, voilà, exactement. Et puis ensuite, à la suite de cette soirée, nous aurons le plaisir de vous offrir un cocktail sur lequel effectivement vous pourrez continuer les discussions qui ont été commencées lors de cette soirée, autour effectivement d'un verre. Jean-Pierre, je te passe la parole. Merci beaucoup Frédéric. Bon, donc, comme tu m'as présenté, je suis Jean-Pierre Bettner, je suis journaliste pour la Revue du Digital. On est un média pure player sur la transformation numérique des entreprises. Alors souvent, effectivement, on parle de la techno, mobile, big data, relations clients, etc. Et on parle aussi maintenant de plus en plus effectivement des RH parce que c'est un peu dans l'ombre, c'était un peu dans l'ombre jusqu'à présent et cette conférence organisée par le G9+, est une très bonne idée. Donc ce soir, on a un plateau exceptionnel que je vais vous présenter, que je vais inviter tout de suite à nous rejoindre. Céline Crevelier, des RH du Technocentre, si vous voulez bien vous asseoir Céline, du Technocentre d'Orange, donc qui est la partie où vous voulez. Pour le moment, c'est open. Voilà. Donc en charge du Technocentre d'Orange. Frédéric Gauthier, vice-président en charge des ressources humaines chez Dassault Systèmes. Pardon? En Europe. Très bien. Konstantinos Voyatsis, qui est directeur général système d'information et technologie chez Edenred. Alors Edenred, on ne sait peut-être pas, mais c'est les tickets restaurants. C'est l'ancien Accor Service, je crois, et aujourd'hui Edenred. Robert Plana, qui est, alors je ne connais pas, vous êtes chez General Electric, mais en futur CTO de l'entité General Electric Digital qui va être ouverte à Paris au mois de juin prochainement, et vous êtes ex-Alstom. Et Benjamin Carluc, qui est donc le fondateur et PDG de l'entité Usine IO qui nous reçoit ce soir. Très bien. On a 1h30 à passer ensemble pour voir un petit peu comment vous vous organisez aujourd'hui pour les RH. Faut-il changer de RH? Avez-vous déjà changé? Vos organisations ont-elles déjà changé? Et il y aura donc dans cette 1 heure de présentation de chacun et 30 minutes de questions avec la salle, parce que je pense que vos questions seront au moins aussi pertinentes que celles qu'on peut leur poser lors de la table ronde dans cette première partie. Tout de suite, je vais commencer avec vous, Konstantinos. Alors, Edenred, des tickets restaurants, c'est du papier, ça, non? Non, c'est encore du papier en France, mais c'est surtout quand même 65% digital dans le monde. En France, on est en retard sur 1,5 million la part de nos bénéficiaires qu'on a aujourd'hui, qui est 150 000, ça veut dire que seulement 10%. Mais bon, on espère que de plus en plus, on va utiliser le digital. Très bien. Donc en France, quand est-ce que tout le monde sera passé sur le digital? Justement, en France, il n'y a pas une date butoir, malheureusement. Alors, ça dépend des sociétés. Et pour le moment, la majorité de nos clients qui ont bougé sur le digital, c'est surtout les sociétés de services, parce que c'est très difficile la logistique du papier quand les employés travaillent chez les clients.
Avec la carte, c'est automatique. Avec l'application mobile, ça va tout de suite à votre mobile, les crédits que vous avez tous les mois. Alors voilà, ça dépend des sociétés. Très bien. Alors ça, c'est la transformation côté client. Oui. Et côté COMEX de la société, côté business model, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que l'entreprise change? Alors, comment? Oui. Il y a plein de choses qui changent. C'est-à-dire, pour vous dire un petit peu sur Edenred, Edenred, c'est une société qui en est 6500 personnes, c'est pas très grand, mais sur 42 pays. Et les premiers pays, c'est pas la France, c'est le Brésil. Et après, c'est la France et après le Mexique. Et l'Amérique du Sud, c'est 97% digital. Vous voyez la différence? Les premiers pays européens, quatrième dans l'ordre, mais premier en digital, c'est la Belgique. Alors, qu'est-ce qu'il change? Jusqu'à maintenant, si vous faites du papier, vous connaissez les clients, c'est-à-dire la société à laquelle vous travaillez, et vous connaissez les affiliés, c'est-à-dire les restaurateurs, mais comme on fait une carte essence, aussi les stations essence. Mais on ne connaît rien de vous que vous êtes les bénéficiaires. À partir du moment que vous avez la carte, on a une connaissance beaucoup plus large. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 600 000 clients, 1 400 000 affiliés et on a 42 millions de bénéficiaires, c'est-à-dire les gens qui utilisent nos cartes. C'est-à-dire on va passer sur les choses pour nous des big data, c'est-à-dire de proposer des services et autres choses qu'on n'a pas aujourd'hui quand vous êtes du papier. Vous dire par exemple quels sont des restaurants autour de vous qui acceptent nos cartes, si vous voulez manger du pizza, où c'est les restaurants les plus près, etc., etc. Ou pour les affiliés de proposer des offres parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose que McDo propose, que les Coca, enfin, il y a des promotions, etc. Toutes ces parties-là, c'était impossible avant, mais le digital les change. Alors justement, est-ce que ça concerne l'IT ou bien non. c'est que... Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire c'est nous, tous les métiers, c'est en transformation. Le premier métier de Edenred, c'est les ventes. C'est 1700 personnes sur 6500. C'est des vendeurs. Il faut qu'ils changent énormément parce que la manière qu'on vend avant, ce n'est pas les mêmes qu'on vend aujourd'hui. Et la deuxième population, c'est les IT, c'est 850 personnes parce que tout demain, c'est IT. C'est-à-dire toutes les offres, c'est notre capacité de devenir comme une banque, c'est-à-dire de gérer des transactions, des applications mobiles qu'avant on n'avait pas, et d'avoir des systèmes temps réel, et de faire des choses qu'avant nos systèmes de formation et les équipes qu'on avait, ils ne faisaient pas. Et je peux continuer comme ça pour les finances, je peux continuer comme ça pour les autres fonctions. Est-ce que tous ces métiers déjà ont pris conscience qu'ils sont tous concernés? Tout à fait. Alors que font-ils? Mais on est depuis des années à une transformation, comme on dit, et ça dépend des régions du monde. C'est-à-dire, si on va dans un nouveau pays, on est tout de suite digital. Si on est en Asie, on est digital. Si on est dans les pays d'Amérique latine, on est déjà digital. Et comme ça, on essaie de partager pareil l'expérience, les best practices, les pain points, pour faire évoluer aussi les pays, surtout européens. Très bien. Europe, alors, quelles compétences avez-vous besoin aujourd'hui que vous n'auriez pas encore? Qu'on n'a pas encore. Et on n'a pas tellement de compétences, par exemple, data scientist, rien. On a 2 personnes et on a besoin beaucoup plus. On a besoin beaucoup plus de marketeurs, qui ont des personnes marketing de l'offre, expérience client et tout ça qu'on dit, unicanal, etc., pour que les gens, les affiliés puissent avoir une relation avec nous beaucoup plus facile. Les affiliés, c'est les restaurateurs, hein, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps de s'en occuper de nous. Alors, il faut énormément faciliter leur vie, de donner les différents services qu'ils ont besoin. Très bien. Marketing, data scientist. Oui. Très bien. Non, mais pas seulement. Mais et quoi d'autre alors? Mais d'autres, par exemple? Architecte côté système d'information, des compétences spécifiques. Et par exemple, on passe sur les clouds parce qu'on cherche nos systèmes d'être de plus en plus scalable. Alors là, pour moi, il y a de nouveaux profils que j'ai besoin. Très bien. On va passer le micro à Frédéric Gauthier, vice-président Europe des ressources humaines chez Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, je suis désolé, hein, on a eu lors de la préparation, moi je dis mais Dassault Systèmes, vous faites de la simulation 3D. Elle m'a dit non, c'est pas du tout ça, c'est pas notre job ça. On fait des expériences. Oui, enfin, si, bonjour à toutes et à tous. Si, enfin, on fait un petit peu de simulation 3D quand même, mais enfin, pas que ça. Non, le purpose d'Assault Systèmes, c'est de fournir aussi bien à des entreprises qu'à des gens des univers d'expérience, des plateformes d'expérience pour
tester des produits, des concepts, à peu près. Et je crois que vous êtes partenaire d'ailleurs de l'usine IO. Absolument. Je vois qu'ils font la pub, hein, SolidWorks. Hein. Testez, vous l'essaierez et vous l'adopterez. Donc voilà, donc on met à disposition donc de différentes audiences, hein, des entreprises, mais aussi ça peut être des audiences académiques, ça peut être le monde de la recherche médicale, des univers d'expérience pour finalement faire de la réalité virtuelle sur donc des produits ou des concepts qui ont pour caractéristique d'harmoniser la nature, le produit et la vie. Donc c'est plus simplement une démarche de B2B, de Product Life Cycle Management, où on traite uniquement le produit depuis sa création jusqu'à sa mort physique sans tenir compte de son environnement. C'est ça le changement par rapport à la simulation 3D à laquelle vous faisiez allusion et qui nous renvoie à, je dirais, une période un peu au ancienne. XXe siècle. Peut-être pas, mais oui, mais un petit peu débordé sur le XXIe, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est ça, c'est de concevoir des innovations durables qui harmonisent le produit, la nature et la vie. Alors un exemple de ces expériences, Tout à fait, de manière tout à fait basique, pendant longtemps, Dassault Systèmes a été une entreprise qui se focalisait sur tous les aspects, sur deux grosses industries qui étaient l'automobile et l'aéronautique. Donc, on a conçu des avions, des voitures. Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup d'avions dans lesquels vous volez qui n'ont pas été conçus par CATIA. Pareil pour les voitures, mais pour autant, tant qu'on a été dans une stratégie de PLM, donc de Product Lifecycle Management, c'était le produit de bout en bout. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr toujours le produit de bout en bout, mais c'est aussi l'expérience que le consommateur peut en avoir. Donc c'est la simulation de la conduite de la voiture selon les conditions météorologiques, selon le type d'asphalte, enfin... D'accord, les conditions de simulation d'un véhicule. L'expérience dans un véhicule. Une expérience de vie avec ce véhicule. Bon, très bien. Et on peut étendre ça maintenant à 68 segments de marché qui sont regroupés dans 12 industries. Donc vous voyez qu'on est loin de la période B2B dédiée aux avions, aux voitures et un peu au shipbuilding. Vous avez dit combien il y avait de salariés aujourd'hui chez Dassault Systèmes ? On est 13 500. Voilà, donc à peu près. Ça change tous les jours à la hausse. Très bien. Alors quels sont les défis ? Parce que chez Edenred, on a bien compris que la transformation est en marche, le papier disparaît. Chez Dassault, les défis pour les 5 années qui viennent. La digitalisation forcément impacte nos transformations. De toute façon, nous, on n'est pas une entreprise qui se transforme. L'ADN de notre entreprise est la transformation. Parce que notre légitimité et notre crédibilité vis-à-vis de nos clients, puisqu'on est là pour quelque part aussi les aider à se transformer, c'est montrer qu'on est capable de le faire sur nous-mêmes. Donc on est en recherche permanente de cette agilité, de cette transformation. Donc il y a de multiples challenges pour y arriver. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on doit surtout être capable de réussir, c'est notre croissance. On va doubler de taille en 5 ans, on va probablement multiplier... Doubler de taille en 5 ans. Oui, on va multiplier par 3 nos revenus, donc il faut qu'on soit capable d'accompagner cette croissance. Alors après, si vous voulez m'interroger sur quels sont chez nous à la fois les métiers en tension ou des compétences dont on pense qu'aujourd'hui il faudrait qu'on se renforce, bon, c'est très simple, hein, je ne vais pas être très original. On a besoin de data scientists, on a besoin de DevOps, on a besoin de marketeurs dans le digital. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, on en a. Si vous devez doubler de taille en 5 ans... Mais il faut qu'on en ait plus. Ça veut dire aussi probablement à un moment donné accompagner un certain nombre de collaborateurs qui en ont largement les compétences vers ces nouveaux métiers. Donc il y a à la fois, pour conduire cette croissance, la nécessité d'acquérir de nouveaux talents. Et c'est un des enjeux de Dassault Systèmes. Et on ne fait pas du recrutement aujourd'hui comme on en faisait il y a 5 ans, et encore moins comme il y a 10 ans. Et puis, il y a aussi cette capacité à entretenir cette formidable opportunité qui s'offre à nous de faire des métiers qui sont un peu différents. Voilà. Et aujourd'hui, on a des générations de développeurs qui, petit à petit, sont passés du C++ maintenant au HTML5, et puis demain, des DevOps qui sont encore sur d'autres technologies. Très bien. Céline Crévelier chez Orange. Alors, vous êtes patronne du DRH du Technocentre. Oui, pas encore patronne. Bonjour à tous. Oui, d'ailleurs, le patron est Luc Breton, qui est membre du G9+. Exactement. Très bien. Un passionné. Passionné. Un passionné de chaque seconde. Donc, ça aide dans l'innovation et pour le Technocentre. Effectivement, ça nous aide. C'est combien de personnes le Technocentre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est 400 personnes, mais dans quelques semaines, dans 15 jours même, la famille s'agrandit et on sera presque 600. Ça fabrique quoi le Technocentre ? Le Technocentre, ça fabrique la valeur ajoutée pour les clients et puis pour Orange, en
passant par l'innovation, tout simplement. Par exemple, des produits sortis de chez vous? Alors, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi la dernière keynote, j'ai envie de dire ça, de Stéphane Richard qui s'est tenue il y a à peine quelques semaines. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la nouvelle Livebox, de son décodeur télé qui sort avant l'été. Et là, effectivement, on est en train de mettre le paquet sur plein d'innovations comme, je ne sais pas, on parle beaucoup d'assistant vocal avec Siri, je suppose qu'une bonne partie de la salle connaît. Justement, on a décidé effectivement d'apporter aussi ce service d'assistant vocal pour nos nouveaux produits qui vont permettre... Ça va sortir du Technocentre. Oui, tout à fait. Alors, on travaille effectivement, parce qu'il y avait une question sur les marketeurs. Et oui, alors oui, mais vos équipes, alors le paradoxe, c'est que les équipes du Technocentre, d'après ce que vous m'avez dit, c'est essentiellement des marketeurs chez vous. Tout à fait. Ce qui est un peu un paradoxe. Alors, Dassault est plutôt une société d'ingénieurs, et Technocentre, et oui, 80%, du genre de marketing au Technocentre. Tout à fait, 80% de marketeurs, mais alors c'est de l'open innovation, donc on travaille toujours en partenariat. Et donc du coup, là, on travaille avec nos partenaires internes techniques qui sont donc dans une autre entité en mode projet intégré, tout simplement. Donc quand on parle d'un produit qui sort effectivement du Technocentre, c'est du Technocentre, mais bien évidemment avec beaucoup d'autres équipes dans le groupe. D'accord, les équipes internes travaillent avec les équipes de l'IT interne chez vous, par exemple. Tout à fait. Et vous, vos défis, alors par rapport à la croissance qui va être multipliée, la taille d'Asso Systèmes va être multipliée par 2, Edenred, tout est numérisé. Et vous, c'est quoi le défi? Alors, défis, il y en a plein. Des challenges, on en a plein. On évolue dans un écosystème qui est extrêmement dynamique, donc il faut suivre, il faut anticiper. Je dirais qu'au niveau, en tout cas, des Human Resources, on est à un croisement extrêmement important parce que j'entends depuis tout à l'heure, mais disparition du HR, on le change. Oui, alors il y a une transformation qui s'opère. Disparition du DRH. Voilà, mais en fait, je ne pense pas parce que le challenge, c'est effectivement d'être une entreprise digitale, mais digitale et surtout humaine. Et en fait, dès lors qu'il y a des êtres humains dans une entreprise, on continue d'avoir ces liens, on a besoin d'un DRH. Maintenant, en tout cas, il faut effectivement s'adapter à une nouvelle génération, à des nouvelles générations auxquelles on n'est pas forcément complètement expert sur le sujet. Il faut savoir effectivement répondre plus rapidement à des projets professionnels qui vont évoluer sur un coup de cœur. Il faut faire du feedback beaucoup plus régulièrement, quelque chose qui évolue. Vers les salariés. Vis-à-vis des salariés, bien sûr. Et puis, il faut leur apporter aussi des outils qui soient plus simples, plus efficaces, plus réactifs. Et c'est valable pour nous également. Alors, on a beaucoup de contraintes, je dirais, légales et juridiques, comme tout le monde s'en doute. Maintenant, chez Orange, c'est un sujet qui est dans la tête de tout le monde dans le quotidien parce que nous aussi, on a besoin d'être digitalisés, on a besoin de pouvoir traiter les choses plus simplement, plus rapidement et toujours être plus efficace pour être plus proche du business et avoir plus de temps. Un outillage qui doit évoluer pour les RH. Très bien. Tout à fait. On va passer le micro à Robert Plana. Donc, futur CTO, peut-être déjà CTO en titre du General Electric Digital qui va ouvrir à Paris en juin prochain. Alors, les défis soit pour General Electric, soit pour ce futur centre digital. Je ne me permettrai pas de parler des défis de General Electric. Je ne suis pas à la place de Jeff Immelt, et 2, je suis trop frais dans General Electric pour en parler. Il faut dire que vous venez d'Alstom, en fait. Oui. Je peux me concentrer sur un sujet qui est la transformation digitale chez General Electric, qui a pris la forme du développement en interne d'un environnement ouvert pour faire de l'Internet industriel. En clair, connecter des machines, connecter des usines et produire des services associés à l'aide de ces connexions. Donc, pourquoi je dis que c'est un environnement et pas une plateforme? Parce que, en fait, la vision que l'on a, c'est de faire un App Store de l'industrie. Et pour ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut un environnement dans lequel on va développer des écosystèmes, et ces écosystèmes vont permettre à l'environnement de s'enrichir par effet soit de développement collectif, soit d'intelligence collective. Et donc pour déployer ça de façon mondiale, General Electric a décidé d'utiliser un véhicule qui s'appelle le Software Foundry, donc une espèce de lieu dans lequel on fait du mentoring sur
sur l'environnement, on fait des réunions avec des clients, des séances de co-création avec des clients pour mieux comprendre leurs attentes, mieux comprendre leurs problèmes et être capable de designer très rapidement, de quelques jours à quelques semaines à la place de quelques mois à quelques années, des produits. Ça, c'est le futur centre digital. Voilà, et qui sera déployé dans divers endroits au monde. Donc il y en aura un en France pour l'Europe. C'est le premier, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais en même temps, il y a Moyen-Orient, Chine, Asie. Très bien. Parce que pour Vous faites concurrence à l'usine IO, en fait, là. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il y aura même des espaces de collaboration avec Usine.io sur du coworking avec des clients et des réunions avec des clients. Alors les profils attendus, là, vous recherchez quel type de profil? Alors, je ne vais pas être très original par rapport à mes collègues, mais effectivement, il y a des profils de data scientists pour bien comprendre la problématique des données chez les clients. Ensuite, il y a des développeurs avec les nouveaux outils DevOps qui sont essentiels pour développer des apps de façon extrêmement rapide et packagées, sécurisées, adaptées au milieu industriel. Et je rajouterai, on a besoin d'avoir des designers. Deux types de designers. Des designers qui sont capables d'animer des séances de co-création avec des clients et des designers qui sont capables d'améliorer les interfaces homme-machine, on va dire. Alors c'est plutôt des profils numériques IT ou c'est des ingénieurs de design qui peuvent concevoir des formes, des objets? C'est des gens créatifs. Des gens créatifs, très bien. Après, les formations, je pense qu'aujourd'hui, en France, on est trop bloqué sur des formations diplômantes et pas suffisamment sur ce que les gens savent faire et ont envie de faire. Alors ça, c'est une question, effectivement. Comment valoriser les équipes internes chez Dassault? Comment vous faites pour savoir un peu qui a quelles compétences dans vos équipes aujourd'hui? Déjà, si vous voulez, nous, on a une approche qui est très structurée puisque l'ensemble, la couverture de l'entreprise se fait par le biais de rôles. On a des familles de métiers, donc avec des rôles à l'intérieur de chaque famille de métiers. Les rôles sont décrits de façon extrêmement précise. Et derrière, il y a des programmes de formation, bien entendu, essentiellement drivés par notre plateforme qui s'appelle la 3D Experience University, avec un projet de certification qui est en train de se mettre en place et qui constitue en fait un peu le fer de lance de l'assessment des compétences des collaborateurs et les programmes associés pour leur permettre de les développer. Et ça marche aujourd'hui C'est en train de se mettre en marche. Ça prend le relais d'un mode de formation qui était un peu plus classique, bien que déjà digitalisé. Mais effectivement, oui, c'est extrêmement. Alors je crois qu'il y a un outil au cœur de tout ça quand même qui vous permet d'avoir une vision de toutes ces compétences. Alors, ça c'est l'outil, la 3D Experience University est l'outil de base pour notre besoin en termes de learning. Après, ce que l'on essaye aussi de faire, c'est d'avoir une captation sur la base bien sûr du volontariat, de ce qu'on appelle le rich profile de nos collaborateurs, c'est-à-dire en fait la capacité qu'ils ont de pouvoir dévoiler telle ou telle compétence, qui ne sont pas forcément les compétences pour lesquelles ils ont été recrutés par l'entreprise, mais qui peuvent être à un moment donné des compétences mobilisables par l'entreprise. Et donc on a la possibilité de mettre de renseigner de son rich profile. Chacun. Alors il y en a combien qui ont renseigné leur rich profile aujourd'hui? Écoutez, sur les 13 500. Écoutez, j'aurais su que vous me posiez cette question aussi précise. J'aurais révisé mes statistiques avant de venir. Je ne peux pas vous dire. Mais je crois pouvoir vous dire que le taux de completion, je suis désolé, je ne connais pas bien le mot en français, est à peu près de 100%. Ah d'accord. Je pense que tout le monde joue le jeu, oui. Alors Robert, qu'est-ce que vous pensez de ce moteur là qui permet de savoir dans l'entreprise qui sait faire quoi et toutes ses compétences? Est-ce que vous avez pu expérimenter ça dans vos vies antérieures? Inversement, vous êtes... La réponse est oui. Le moteur est très bien. Je l'avais évalué, il était juste un peu cher pour nous. Alors, pour info, parce que là vous ne l'avez pas dit, c'est le moteur de recherche de Exalid que vous avez acheté il y a déjà 4-5 ans, je crois. Aujourd'hui, les technologies existent. On sait faire du profilage de clients. Donc, ce qui est en train d'être dit là, c'est sur la base du volontariat, on fait du profilage d'employés.
Mais c'est sur la base du volontariat, et je trouve que c'est extrêmement riche parce que ça permet de sortir du carcan de ces programmes d'experts que moi j'ai vécu dans ma société précédente, où c'était extrêmement statique. Et puis on grimpait comme ça au fur et à mesure de l'ancienneté dans l'échelle d'expertise. Et en fait, les talents, au bout de quelques années, aujourd'hui, ils sont partis. Donc c'est un système qui est complètement rébarbatif, alors que les systèmes dynamiques où les gens postent des compétences sur soit des mini-CV ou des profils, et puis certains reconnaissent ces compétences. Je crois que c'est important aussi l'auto-évaluation. Et ça, c'est moi ce que j'appelle l'intelligence collective. Tout le monde rigole quand on parle d'intelligence collective, mais c'est pas un truc rigolo et c'est un truc extrêmement sérieux. Et il y a plein d'endroits où on commence à avoir ces effets de travail collectif et d'intelligence collective. Mais ça vient un peu en opposition avec la fiche de poste traditionnelle des grands groupes, non ? Il y a les rôles. En fait, les fiches de poste, il faut toujours un petit peu un process. Même chez General Electric, il y a un process, donc il y a les rôles, les responsabilités. Ce qui est là, donc ça c'est le départ, c'est l'ordonné à l'origine. Ce qui est mis là, c'est que régulièrement, au lieu de faire de la DRH, on fait de la gestion des ressources humaines, on travaille avec les équipes techniques, le CDO, etc. Et on regarde un petit peu l'évolution des champs de compétences de la boîte. Par auto-organisation collective des personnes. Et c'est extrêmement riche parce qu'on peut même s'apercevoir, tiens, il y a des gens qui sont en train de s'intéresser à ce sujet auquel on n'a pas pensé. Alors ça, vous le faites chez General Electric ou pas encore ? Non, pas encore. Non. Mais les technos existent. Existent. Alors moi, j'essaie d'opposer plus ou moins cette description qui a l'air d'être plus agile, plus rapide, et c'est justement une des obligations que vous avez, à la fiche de poste. Céline, vous êtes encore sur le régime de la fiche de poste ou ça va changer chez Orange ? Alors, au Technocentre, en l'occurrence. On est effectivement toujours aujourd'hui sur la fiche de poste. Maintenant, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, rapidement, ça va disparaître pour laisser place plutôt à des fiches de mission. On l'imagine en tout cas comme ça. C'est vrai que là, justement, on est en train de lancer le pilote cette semaine, donc c'est tout frais, tout neuf, c'est la breaking news. On est en train de lancer un pilote qui va permettre effectivement à certaines personnes travaillant sur des projets validés en gouvernance de pouvoir poster justement un besoin avec des compétences. Et donc, sur la base du volontariat, le salarié intéressé pourra effectivement se proposer comme étant participant sur le projet en fonction de son temps de travail et bien évidemment avec l'accord de son manager, surtout si ça implique, je dirais, une récurrence assez forte. Mais du coup, on a cet esprit de collaboratif, on a l'engagement qui est là, la responsabilisation aussi des salariés. Ça concerne tout le Technocentre ou c'est plus large que ça encore ? Alors, c'est plus large que ça. Le pilote commence effectivement au Technocentre et puis dans d'autres entités aussi du groupe. L'objectif étant effectivement d'avoir d'excellents résultats pour pouvoir, je dirais, l'étendre à l'ensemble du groupe. Très bien. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit, Frédéric Gauthier, quelque chose sur la... Alors, je me dis, est-ce que la DRH va disparaître si les gens s'organisent entre eux, créent des groupes de travail à la volée ? Vous avez dit, nous, on essaye d'être une DRH prédictive. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus ce que c'est une DRH prédictive ? Je ne sais pas si j'ai dit ça, je pense que là vous allez un tout petit peu vite. L'ambition, oui, certainement là, mais je pense que surtout il faut réfléchir à ce qu'est une DRH traditionnelle aujourd'hui et ce qu'elle devrait être demain. J'ai une conviction profonde, c'est que aujourd'hui on est une organisation qui est essentiellement vue comme une organisation qui drive du process, oui, je parle bien de la RH, qui drive du process, qui drive des opérations, qui est un peu dans le contrôle. Ce qui fait dire à certains qui sont des adeptes du RH bashing que du coup finalement on ne sait pas très bien quelle est notre valeur ajoutée et comme justement on ne sait pas très bien le dire, c'est peut-être qu'on n'en a pas. Je pense qu'il va falloir absolument qu'on sorte de cette espèce de carcan pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus tourné vers l'utilisateur, donc vers le collaborateur, quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus agile. Quand je commence à parler de ça, je commence à parler de mobilité, je commence à parler d'applications mobiles. Et il y a aujourd'hui tout un tas de jeunes talents qui viennent nous solliciter, qui sont en train de monter des applis mobiles. Je fais juste une réflexion.
qui d'ailleurs, je tiens à le dire, n'est pas de moi, c'est un de mes collègues des RH qui me l'a rapporté. Il m'a dit qu'un jour, quelqu'un était venu le voir, un collaborateur, c'est une grande entreprise, c'est un collaborateur qui avait une certaine ancienneté, donc c'est quelqu'un qui avait 50 ans, qui est venu le voir et qui lui a dit, tu vois, il y a un mois, Amazon m'a contacté et ils m'ont proposé un échantillon de bouquins, de CD. Bon, j'en ai acheté. 8 jours plus tard, ils m'ont envoyé une autre sélection et c'est tombé bien parce que ça m'intéressait. Et puis hier, ils m'ont envoyé même une proposition de voyage. Ça tombe bien parce que c'était justement le voyage que je voulais faire et à la date à laquelle je voulais le faire. Et alors, il m'est venu une question. Comment se fait-il qu'Amazon, qui me connaît depuis un mois, est capable de me proposer quelque chose qui soit pile poil dans mes goûts, alors que toi, qui es mon DRH, ou vous, qui êtes mes DRH depuis 30 ans, vous n'avez jamais été foutu de me proposer ni une formation, ni une évolution de carrière qui correspondent à mes aspirations? C'est une bonne question. Bon. Alors après, au-delà du jeu d'humour, mais c'est du réel, hein. Au-delà de l'humour, tout ça ouvre quand même un certain nombre de questions. Ça ouvre notamment la question de savoir quel est psychologiquement le degré de préparation des collaborateurs, des salariés par rapport à une logique beaucoup plus prédictive. Parce que je pense qu'on acceptera des choses dans notre vie personnelle parce qu'on l'aura choisi. Est-ce que demain, les collaborateurs seront ravis de savoir que les entreprises commencent à utiliser de la data massive pour pouvoir faire des choses? Donc ça pose quand même un certain nombre de sujets éthiques sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Je pense que le mouvement, il est là, il est irréversible et il faut s'y préparer. Néanmoins, il y a quand même quelques garde-fous. Voilà. Et parce que je pense que de manière totalement intergénérationnelle, vous avez aujourd'hui des collaborateurs qui sont en attente que la direction des ressources humaines se transforme et offre des services qui collent à leurs aspirations. Et puis je pense que de l'autre côté, et de manière tout aussi intergénérationnelle, vous pouvez avoir des gens qui vont avoir quelques réticences et considérer que ça peut être un petit peu trop intrusif. Donc il faut être capable d'évoluer, de faire évoluer nos organisations en tenant compte de tout ça. Et c'est là où on commence à rentrer dans un champ de paradoxes qu'il va falloir néanmoins traiter. Très bien. Céline, une réaction? Ou Konstantinos? J'avais une réaction, mais en fait, ce que tu mentionnes, c'est le gap de génération dans les entreprises qui est de plus en plus grand. Aujourd'hui, comme on a tendance à travailler de plus en plus vieux, ça veut dire que l'échelle de génération dans une entreprise a tendance à grandir, et donc on est de 3-4 générations dans la même entreprise. Et moi, j'avais lancé une expérience dans mon poste précédent. On avait lancé une communauté de Gap Generation. Et, comment comment on traite le gap de génération. Et donc, c'était sur la base du volontariat. Donc les gens participaient. C'était sur un espace collaboratif. Et on avait commencé à mettre des idées de reverse mentoring. Parce que le gap de génération, il est quand même lié aussi au fait que c'est les gens globalement les plus âgés et donc les moins flexibles en moyenne qui dirigent ceux du dessous et donc qui disent à ceux du dessous comment il faut se comporter. Et on avait essayé de faire quelques expériences qui n'ont pas été couronnées de super succès parce que je pense que la maturité n'était pas encore là. Mais c'est un vrai sujet de bonne ambiance et d'attractivité d'une société. Alors ça, effectivement, on va t'attendre à aborder un autre sujet qui est comment on change les méthodes de travail. Là, on était en train de voir un peu avec Frédéric comment on identifie les bonnes compétences. Vous aviez cité un dispositif que vous aviez pu mettre en place chez Alstom qui s'appelait Mini CV de mémoire. Oui, on avait des technos de Mini CV, c'est la même chose que les profils. Et donc en fonction avec ça, donc c'est sur la base du volontariat, en utilisant ça et un moteur de recherche, lorsque vous avez besoin d'experts cybersécurité, qui n'est pas le métier central d'une société d'ingénierie par exemple, tiens, au lieu de prendre un consultant, vous avez peut-être 3 personnes qui sont enfouies dans l'organisation. Alors est-ce que ça avait marché? On identifie les gens, oui, bien sûr. Moi, j'ai identifié comme ça un gars qui était un data scientist génial, qui était au 36e étage d'une organisation et qui était à la cave. Bon. J'ai l'impression que ça a changé. Maintenant, ils sont les personnes les plus sexy de l'entreprise. Ça change vite. On va passer au comment est-ce que les... Konstantinos, très bien. On va passer à la partie sur les modes de management, les méthodes de travail. On est à l'usine IO, on va pouvoir aborder aussi avec Benjamin comment ça travaille. Mais j'aurais voulu savoir dans la salle si vous travaillez déjà, donc je vais vous poser des questions,
c'est la fin de la journée, je vais vous demander un effort léger, c'est de lever un bras. Ceux qui ont déjà fait des hackathons ou qui ont organisé des hackathons dans leur entreprise. Ouais, quand même un bon pourcentage. Ceux qui ont déjà aujourd'hui, qui ont un incubateur de start-up qui soit interne à l'entreprise, soit externe à leur entreprise. Ah là, c'est un plus... Ah, 4, 5, 6, 7. Ah, j'avais pas vu, excusez-moi. Très bien. Alors, j'avais préparé des questions, je me souviens plus de toutes mes questions. Ah oui, qui travaille en méthode agile? C'est-à-dire, on mélange un peu tout le monde, les IT, les marketeurs, les business. C'est pas la majorité, hein, c'est loin de la majorité. Ah oui, alors qui travaille justement avec cette possibilité d'assembler des compétences à la volée avec des fiches de mission telles que le décrit Céline? Ah, tout le monde là-bas, c'est des bons exemples, les bons élèves. Très bien, alors justement, Usine.io, Benjamin, pourquoi ça a été créé? Bienvenue. Usine.io, ça a été créé pour accompagner les porteurs de projets, quels que soient leurs horizons, des startups, des entrepreneurs individuels, des sociétés plus établies, voire des très grandes sociétés, dans le développement de produits. Parce qu'on a remarqué une chose dans le courant de l'année 2013, c'est qu'il y avait une inflation et une augmentation du nombre de postes dans des incubateurs, dans des accélérateurs, des pépinières, etc., qui était très forte, qui accompagne sur de la méthodologie, sur du développement de business model ou autre, mais sur le produit physique, il n'y avait rien, et c'est là-dessus que nous on se positionne. Alors, qui se rencontre chez vous? Alors, qui vient chez nous? On a en 18 mois, ça fait 18 mois qu'on est en opération. On est l'équivalent d'une salle de sport pour ingénieurs, inventeurs ou techniciens. Vous envoyez vos collaborateurs ici pour qu'ils puissent développer des portions de produits. Et en 18 mois, on a accompagné 400 porteurs de projets, 300 projets différents. La moitié de nos membres sont des startups. Un quart sont des indépendants, donc ça va être des designers, des ingénieurs indépendants, des consultants ou autres. Et le dernier quart sont des entreprises plus établies et des centres de recherche. Très bien. Par exemple, parmi les grandes entreprises établies, je crois qu'il y a Air Liquide notamment qui est passé chez vous. Effectivement. Est-ce que certains à la table? Certains, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors ça a un impact sur quoi de travailler comme ça? Une fois que les gens viennent chez vous, est-ce que quand ils retournent dans leur entreprise, ils disent bon, ça va pas du tout, on était beaucoup mieux à l'Usine.io, on travaillait mieux? Alors pas du tout, en fait ils viennent chercher à compléter de la ressource ou s'acculturer complètement des process quotidiens. C'est-à-dire que quand je développe un système complexe, une usine, une voiture, un avion, effectivement je dois répondre à de la norme, de la certification au quotidien. Mais si par exemple je suis chez un constructeur automobile et que je suis un ingénieur, un commercial, un marketeur et que je me dis tiens pourquoi ne pas faire un 4e rétroviseur, là on me dit écoute le labo de prototypage il est réservé pour toute la prod des prochains prototypes et on n'a pas de process pour t'accompagner. Et aujourd'hui ils ont un process, ils peuvent venir chez Usine.io et justement venir prototyper ce 4e rétroviseur, réfléchir usager. Donc là en fait on arrive à mettre, ce qu'on a créé c'est finalement la conception de produits centrée usager, user-centric. Et on a créé une méthodologie très particulière pour ça. On est peut-être en train de créer peut-être le DevOps de demain en termes de conception de produits physiques avec les méthodos qu'on est en train d'en créer ici. Et donc il va retourner au bureau, il aura écouté, il aura fait son échantillonnage et ils vont faire le test in situ et ils pourront se dire bah tiens, cette idée, on en a fait un prototype et ça va nous donner un outil de décision pour savoir si on en fait un projet. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont étouffés à certains niveaux, soit c'est politique, soit c'est process. Et là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de montrer que les idées sont là, elles sont partout. Laisser l'opportunité à tout le monde de les déployer. Et puis ensuite, on fait le tri. Mais on ne fait pas le tri sur un PowerPoint, on fait le tri sur un proto tangible. Très bien, Benjamin. Alors cette méthode beaucoup plus agile, qui mêle un peu les métiers, qui assemble un peu toutes les compétences, est-ce que vous les pratiquez, vous, au quotidien? Céline? En méthode agile, en méthode design thinking ou je ne sais. En méthode agile, bien sûr. Alors combien de projets aujourd'hui ou combien de personnes travaillent en méthode agile chez vous? Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 25% du technocentre qui travaille en méthode agile. Sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce qu'effectivement ça nous permet d'être vraiment focus sur les attentes du client et puis après en fonction des méthodos qu'on peut utiliser c'est être de faire des baby steps, on peut se tromper mais je dirais on avance. Alors vous avez testé une nouvelle méthode, je suis désolé, j'arrive pas à retenir le nom. On parle de l'acratie, c'est ça? Répétez, Holacratie. Holacratie, alors qu'est-ce que c'est ça?
Alors, l'holacratie, c'est... C'est un test qui est en cours, je crois, chez vous. Alors, en fait, c'est un test qui est en cours, effectivement. En fait, on s'appuie sur cette méthode, je ne sais pas comment on l'appelle, holacratique, mais en fait, on en utilise certaines parties. L'objectif, en fait, de l'holacratie, ou en tout cas l'impact que peut avoir une organisation holacratique dans un environnement de travail, c'est de gommer finalement un petit peu les intermédiaires, de gommer cette structure hiérarchique pour pouvoir rendre chacun bien responsable, avoir son propre rôle. Un salarié peut avoir un ou plusieurs rôles, mais donc ça veut bien dire qu'il est effectivement responsable d'un sujet, et du coup c'est connu, c'est clair, c'est simple, on se passe des intermédiaires. C'est toujours le management intermédiaire qui trinque dans toutes ces nouvelles structures. À un moment donné, effectivement, il faut toujours être un peu plus efficace qu'hier, et donc du coup c'est effectivement une façon d'être un peu plus efficace, d'être plus réactif, et puis encore une fois de rendre le salarié plus responsable et d'avoir cette capacité décisionnaire sur son sujet. Est-ce que vous pratiquez les méthodes agiles chez Dassault Systèmes, Frédéric? On pratique l'agilité. Je ne sais pas s'il faut parler de méthode agile, mais l'agilité à coup sûr, à deux niveaux. Premièrement, au niveau des organisations structurées de manière assez classique, on a un regard au moins une fois par an sur comment les faire évoluer en fonction des besoins business, en fonction de la pertinence à avoir par rapport à des plans qui sont des plans, peut-être des plans à 6 ans, à 3 ans, ou en fonction des objectifs de l'année de manière plus directe. Donc on fait sans arrêt évoluer nos organisations pour coller au mieux à l'efficacité maximum. Et à côté de ça, qui est encore une fois un mode de management classique, d'organisation relativement agile classique, on a de plus en plus recours à un mode de fonctionnement modulaire qui consiste à assembler des équipes autour d'un projet. Donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, c'est un peu le même système. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est 15, 20, 25% des gens qui travaillent comme ça, mais c'est un mode de fonctionnement qui est en forte croissance chez Dassault Systèmes. Et effectivement, on veut avoir une capacité à agréger des compétences qui peuvent être des compétences extrêmement diverses en vue d'aboutir à un projet. Et bien entendu, derrière, il y a un objectif. Je crois effectivement, comme vous avez 68 segments de marché, vous avez des experts dans chacun des segments de marché. Oui, enfin, c'est pas lié à ça, parce que vous pouvez, oui, c'est vrai, on a aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on est passé de 2 ou 3 industries à 12, et à l'intérieur de ces 12 industries, on traite 68 segments de marché, mais là, je vous parle de projets qui peuvent être des projets extrêmement transversaux, qui vont même au-delà de la notion d'industrie, même si effectivement, on a des équipes d'industrie, on a des organisations industrie qui sont totalement holistiques. Ouais. Constantinos, les méthodes agiles? Ah oui, absolument. Et pas seulement pour les projets informatiques, mais globalement de tous les projets. Quand on veut faire une nouvelle offre dans un pays, on se met en mode plateau, les équipes informatiques et les business travaillent ensemble, les marketing aussi, et on fait l'offre comme ça. C'est-à-dire, et pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut travailler avec les utilisateurs en temps réel, on peut faire des sprints, avoir des premières versions des applications très rapidement, les modifier, les mettre, les tester. Pour nous, c'est l'avenir, c'est-à-dire c'est la manière à travailler, sauf des projets finance. Tous les autres projets que j'ai fait aujourd'hui, c'est un monde agile. D'accord. Pourquoi pas les finances? Parce que pour le moment, voilà, quand on va mettre Oracle dans un pays, on fait un gap analysis, on regarde, on utilise les mêmes clés comptables, mais on fait comme ça, je ne sais pas, mais tout le reste, voilà. Alors, une dernière question pour la table ronde, après on passera la parole à la salle. Toutes ces compétences dont vous avez besoin aujourd'hui, est-ce que vous avez l'outillage côté technique, les plateformes, les outils pour les recruter? Est-ce que vous changez d'outils? Est-ce que vous externalisez ces recrutements? Et ensuite, ces outils pour les gérer, est-ce qu'ils vous satisfont aujourd'hui? Vous centrez sur le recrutement, là, c'est ça? Recrutement. Bon, trouver les compétences. Vous avez dit que vous allez doubler de taille en 5 ans. On va faire trouver du monde, là. Vous êtes 13 500. On va pas tous les recruter par le biais de notre croissance organique. On va faire quelques acquisitions aussi. Ça va aider. Parce que sinon, si vous regardez ce que ça fait comme recrutement par jour, ça fait beaucoup. Donc, la croissance externe va un peu aider. Alors, d'abord, nous, on a pris la décision de ne pas outsourcer nos recrutements, ou du moins le moins possible. Donc, on a des équipes de chasse
qui sourcent sur les réseaux sociaux, via de la cooptation, de ce qu'on appelle le referral. C'est quoi le candidat idéal aujourd'hui pour Dassault Systèmes? Je vais jusqu'au bout et puis après je réponds à votre question. Vous êtes bien un journaliste, vous, hein, vous posez des questions avant même qu'on ait fini de répondre. Hein. C'est pas le matinal d'Europe 1, rassurez-moi. Donc on a vraiment une approche où on in-source vraiment nos recrutements. De temps en temps, on fait appel à des cabinets quand vraiment on est sur des marchés de niche très précis, ou si on pense qu'on ne va pas avoir en interne la capacité à aller chercher la bonne personne. La bonne personne, pour nous, c'est la bonne adéquation entre le talent de compétences et la caractéristique intrinsèque de la personne qui fait qu'elle va bien matcher avec notre culture d'entreprise. Donc on a vraiment un regard... C'est quoi la culture d'entreprise de Dassault Systèmes? On a quatre valeurs essentielles. Sans rentrer dans les détails, je ne vous cacherai pas que c'est quand même largement tourné vers l'innovation, vers le fait de rendre certains rêves possibles, et donc de repousser des frontières. C'est aussi de travailler en communauté, et puis c'est aussi sans arrêt, en permanence, avoir un regard critique sur les choses pour... ce qu'on dit, challenger le status quo. D'accord. Alors, et les outils pour recruter ces compétences? Alors, on est en train de se doter d'un ATS, hein, qui est un outil assez classique aujourd'hui dans les entreprises qui font du recrutement un petit peu sophistiqué. C'est une entrée très clairement pour pouvoir faire du sourcing un peu prédictif. Donc, on a les bons outils. Ce sont des outils internes. Et puis après, nous, on a de toute façon développé tout ce qu'on avait à développer pour à la fois attirer, mais aussi garder, développer et faire évoluer nos collaborateurs au travers de tout ce que l'on met sur notre plateforme. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on attire quand même par exemple, je sais que vous utilisez les médias sociaux, comment est-ce qu'on attire les compétences via les médias sociaux aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez la vidéo, par exemple? Alors, ce qui est important pour nous, c'est de faire vivre aux personnes qui veulent nous rejoindre une expérience. Le recrutement en soi doit être une expérience. Alors, on peut avoir recours à des hackathons. On n'en a pas fait beaucoup, mais on en a fait. On peut avoir recours à du serious gaming. On peut avoir recours à des formes d'entretien plus classiques. Il n'y a pas de limite. Mais quelque part, déjà, dans l'acte de recrutement, on a la volonté de faire vivre une expérience un peu immersive aux collaborateurs et faire en sorte qu'ils comprennent bien l'univers dans lequel il est, ce qui va lui être demandé, aussi bien dans sa capacité à délivrer des objectifs que dans sa raison d'être, sa façon d'être par rapport aux valeurs de l'entreprise. Et le profil, donc, au-delà d'être quelqu'un qui matche avec l'esprit de Dassault Systèmes, c'est quoi? Est-ce qu'il doit avoir un esprit d'entrepreneur, par exemple? C'est même recommandé. Bien sûr, historiquement, Dassault Systèmes, c'est une entreprise scientifique, il ne faut jamais l'oublier. Donc, on a une population d'ingénieurs en recherche et développement qui est à la fois nombreuse et brillante. Et ça reste quand même un des poumons de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'en passant d'un modèle économique pur B2B à B2B2C, voire B2C, quand vous regardez certaines des acquisitions récentes qui sont vraiment connectées directement avec le consommateur final, on s'est quand même aussi rapproché de tout ce qui est marketing, business. Donc de plus en plus, on recrute des gens qui ont des profils alors, idéalement des doubles profils ingénieur école business, mais on recrute aussi des gens qui sortent des grandes écoles de commerce. Vous avez dit que vous cherchez aussi des gens qui sont capables d'animer des communautés. Bien sûr, nous, on a une plateforme d'entreprise sur laquelle il y a un certain nombre de communautés qui sont des communautés thématiques. Et bien entendu, on a besoin d'avoir des gens qui... on n'a pas de community manager en tant que tel. On a des gens qui, en plus de leur rôle dans l'entreprise, ont une capacité à être des community managers. Ouais. Très bien. Céline, des outils, parce qu'on a un peu parlé des outils. Votre avis sur les outils RH aujourd'hui? Les outils s'adaptent, hein, donc ça suit le mouvement. On parlait tout à l'heure de recrutement vidéo. Oui, ce sont des choses qu'on fait déjà depuis un petit moment. On laisse aussi la possibilité aux salariés, s'ils le souhaitent, ou en tout cas aux candidats, de se présenter, de se faire de faire un pitch en fait de lui-même de quelques minutes sur une vidéo. Ça peut aider aussi pour une candidature, surtout quand c'est des mobilités internationales. Donc ce sont des choses qui facilitent beaucoup la vie. Et puis on est toujours en pleine réflexion pour s'améliorer sur ce type de sujet. Et là, on est en train de travailler sur un nouvel outil qui ne va pas sortir dans les semaines qui arrivent, mais qui ne devrait pas trop tarder non plus. Où effectivement, tout à l'heure, on parlait de Big Data. On va se servir effectivement du Big Data pour être, je dirais, plus efficace encore dans nos recrutements. Et puis aller chercher vraiment les compétences dont on a besoin.
de façon plus facile et plus simple dans le quotidien. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, il faut être, je dirais, très à l'écoute du business, hein, et puis s'adapter à cet environnement toujours en plein dynamisme, quoi. Très bien. Constantinos, les recrutements, est-ce que c'est difficile pour vous? Oui, ça dépend des pays. C'est-à-dire, comme on embauche partout dans le monde, les réalités des pays sont différentes. Il y a des endroits que c'est plus facile, parfois plus difficile. Après, c'est aussi les postes que nous cherchons. Et comme on cherche des postes que normalement on n'a pas, et d'autres entreprises ils n'ont pas, on a vu tout de suite ici les postes qu'on cherche, alors c'est un petit peu plus difficile. Alors, il faut être attractif. Il faut créer des communautés par rapport aux écoles. Ici, en France, par exemple, c'est très important d'être présent au salon, etc. Et dans certains pays, on est dans les top 5 des Best Place to Work. On participe à ces trucs-là parce que c'est très, très important. Il y a des pays où on est très, très reconnu parce qu'il y a beaucoup de bénéfices de travailler chez Edenred, par exemple au Brésil ou au Mexique, où on est depuis peut-être 30 ans là-bas. Alors les gens, ils nous connaissent et tout le monde connaît Edenred, ou Tickets, on appelle là-bas. Mais pour vous donner un exemple, j'ai eu la mauvaise expérience de partir d'ici pour aller à Singapour parce qu'on avait notre nouveau DSI. Et moi, je suis parti dimanche soir, j'arrive là-bas lundi soir. Lui, il a appelé lundi matin pour dire qu'il ne venait pas. Parce que le marché, il est comme il est. Il a trouvé une autre chose, il est resté à sa boîte d'avant parce qu'ils ont fait une autre proposition. Et ça m'avait déjà arrivé en 96 quand j'étais chez Essilor. Peut-être c'est moi, mais c'est quand même le marché. C'est-à-dire on peut avoir les outils, mais c'est un process, la manière d'être attractive et aussi garder les bons profils qu'on veut. Très bien. Je pense qu'il est temps de passer le micro à la salle. Si vous avez donc des questions à poser à notre panel. Alors, monsieur n'a pas attendu une dizaine de secondes. On a l'impression qu'on est aux enchères. Merci, bonsoir. Merci pour ces passionnants exposés. Hein. J'apprends beaucoup de choses. Moi, je m'appelle Dan Deville et je dirige un cabinet de recrutement éponyme. Alors évidemment, quand j'entends Frédéric Gauthier dire on a fait beaucoup de choses en interne, les larmes coulent de mon visage. Mais en même temps, je me dis deux choses. Parce que je recrute pas mal de profils digitaux. J'ai écouté avec attention ce que vous disiez au sujet de la surenchère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une surenchère forte en matière de profil dans le digital ou dans le numérique. Est-ce que vous pensez que ce trend va continuer ou est-ce que vous pensez que c'est un peu comme certains profils SAP qui au fur et à mesure du temps, il y a une petite usure? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de l'international. On va répondre une après l'autre, parce qu'après on va oublier, puisque cette question était déjà assez longue. Très bien, merci. Frédéric, vous avez été un peu challengé, là. Alors vous avez travaillé avec ce monsieur, peut-être? Disons qu'on n'a pas travaillé en direct, mais on se connaît bien. Yann, oui, on travaille quand même encore de temps en temps avec les cabinets, donc il ne faut pas non plus complètement désespérer. Je sais pas très bien, mais c'est vrai que l'objectif, c'est de pouvoir être relativement autonome. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ta question sur la surenchère. La surenchère sur le fait de demander toujours plus de capacités au moment du recrutement, même si elles ne sont pas utilisées par la suite. C'est le mouton à six pattes. Non, oui, et puis surtout une surenchère en termes de salaire. Ah, d'accord. J'étais pas. Non, bah alors nous, on pratique pas la surenchère en termes de salaire. On a une politique de rémunération qui est bien établie. Très honnêtement, on sait qu'on a des compétiteurs qui sont beaucoup plus agressifs que nous. Peut-être que c'est parce qu'il leur faut ça pour être capable de nous combattre. Mais très franchement, on arrive assez bien à nos fins sans faire, nous, de surenchère. On préfère, nous, travailler sur la longue durée. Donc, chez Dassault Systèmes, c'est bien quand on y reste longtemps. Voilà. C'est bien au début aussi, mais c'est encore mieux quand on y reste longtemps. Donc, on ne fait pas de surenchère. C'est combien l'augmentation de salaire la première année? En pourcentage? Ça, je vais pas rentrer dans ce genre de détails. C'est par rapport au marché, c'est assez dynamique. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité chez Dassault Systèmes ou vous estimez que non, la société aujourd'hui, Constantinos a dit qu'il faisait partie des 5 best place to work dans beaucoup de pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez ce classement? Ouais, on utilise effectivement Great Place to Work.
on le fait par géographie, donc on a 12 géographies. Donc les résultats sont en général un peu corrélés à l'employer branding de l'entreprise. Donc selon que l'entreprise est connue et reconnue, tout à l'heure vous avez dit qu'effectivement vous étiez puissant et fort et très reconnu sur des marchés où vous êtes installé depuis très longtemps, je dirais que cette dimension-là existe. C'est-à-dire que plus vous êtes connu, plus vous êtes reconnu et plus votre capacité à être une great place to work. Alors quelqu'un vient chez vous, s'il choisit vous plutôt Google, pour quelle raison? Alors, bon, pour finir de répondre à votre question, parce que je vois que vous allez toujours très vite dans l'enchaînement des questions, je veux simplement dire qu'on est quand même 10e dans le classement Universum des entreprises, enfin des étudiants des écoles d'ingénieurs. Être 10e alors que vous êtes une entreprise qui, il y a encore pas longtemps, était une entreprise de B2B où les gens ne savaient pas forcément très bien ce qu'on y faisait, c'est très bien comme score. Bon, parce que quand vous avez un produit qui est très connu, très reconnu, que tout le monde utilise ou que tout le monde voit dans les rayons de supermarché, c'est plus facile d'avoir une identification aux produits quand justement vos produits sont un petit peu plus abstraits. Prendre peut-être la deuxième question de monsieur. Oui, la deuxième question, en fait, elle est plutôt internationale. J'ai entendu les différents pays dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un pays dont vous avez peu parlé, je crois, c'est l'Inde. Est-ce que vous faites actuellement appel à des systèmes offshore dans des pays où il y a finalement une main-d'œuvre informatique assez extraordinaire comme l'Inde? Oui, on a, c'est pas en Inde, mais en Inde, par exemple, on a une très grosse équipe, mais pour les marchés locaux. Et moi, j'ai des équipes en Roumanie, mais c'est des équipes internes. J'ai des équipes en Chine et j'ai des équipes en Mexique. Mais quand même, la plus grosse équipe, c'est au Brésil et en France, avec des personnes internes et externes. C'est-à-dire, on fait certains des développements dans les pays, entre guillemets, low cost, mais comme il faut être près du business, travailler en agile, par exemple, la méthode agile, c'est impossible de le faire avec les développements. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé un bon moyen de le faire avec les pays low cost. Alors, on les fait ici, on travaille avec les utilisateurs, on le fait aussi au Mexique pour les projets locaux, mais voilà. Mais je n'ai pas la majorité des équipes dans un pays low cost. Robert, chez General Electric, aujourd'hui, la place de l'Inde, par exemple, et de l'offshore? On a des équipes de développeurs en Inde, à la fois pour répondre aux demandes du marché indien et pour s'implanter dans le marché indien, mais également au-delà du salaire qui est plus faible, il y a quand même des belles compétences en Inde, en mathématiques, un logiciel. Et puis, les politiques locales, ils aiment bien aussi quand on fait un petit peu de R&D, de développement. Enfin, tous les politiques font la même chose. Ils veulent avoir les jeunes qui trouvent du travail, ils veulent avoir des jeunes qui montent des boîtes. Et donc, ils nous disent, OK, on veut bien faire des contrats avec vous, mais c'est bien si vous développez un petit peu d'innovation et d'écosystème en local. La notion d'écosystème, elle s'internationalise et donc du coup, dans plein d'endroits, on nous demande de développer des écosystèmes, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que ça donne de l'agilité. Très bien. Une autre question? Je vais vous passer le micro. Frédéric, je me permettrais juste d'ajouter quelque chose. Alors nous, on a eu la chance, un de nos experts électroniciens est un Indien, donc on a fait l'inverse. Il a aujourd'hui son visa, il bosse aujourd'hui tous les jours et on s'en réjouit. Il y a des métiers en tension aussi en France et il faut réussir à trouver de la ressource. Mais au-delà de ça, sur le sujet de la transformation numérique générale, c'est clairement un sujet qui se vit au quotidien sur les territoires. Donc il y a la ressource technique qui peut vraiment développer certaines portions de projet. Nous, on nous pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais quand je dois outsourcer une prod en Asie, etc. En fait, quand tu as 50 pièces à faire, Coco, fais-les en France parce que ça va aller plus vite. Et c'est idem en fait dans les logiques de développement rapide et agile, quoi. Donc, Très bien. Oui, bonjour. Moi, je dirige un pôle d'école dans le numérique, une école l'ESGI qui forme des experts techniques et l'ICANN qui forme des designers numériques. Et alors, je participe à des groupes de travail avec mes collègues directeurs d'école, en particulier dans le cadre de l'association Pascaline. Et on réfléchit aux évolutions des compétences qu'on doit donner. Donc, on prend régulièrement le feedback auprès de nos clients, qui sont donc les DRH de tout type d'entreprise. Donc, ils nous ont dit, déjà, on veut des têtes bien faites, donc des gens qui réfléchissent vite, on a intégré ça. Ensuite, on veut des experts techniques et puis qui sachent mettre à jour rapidement leur expertise. Donc, on a essayé d'intégrer ça dans notre pédagogie. Ensuite, ils nous ont dit, il faut des soft skills. Il
faut qu'ils sachent communiquer, etc., qu'ils sachent bien se comporter, donc on a intégré tout ça. Et puis là, maintenant, le dernier truc, c'est qu'ils nous disent, en fait, maintenant, on travaille tous en mode agile dans des équipes pluridisciplinaires. Là, l'exemple que vous donniez, effectivement, tout le monde nous dit ça. Et donc, maintenant, il faut nous former et des ingénieurs et des designers et des gens du business qui savent travailler avec les autres métiers facilement. Il faut que ce soit efficace et rapide. Alors, on essaye d'intégrer ça. Mais c'est pas évident pour nous. Qu'est-ce que vous auriez à nous recommander, nous, directeurs d'école, pour former ces nouveaux profils qui doivent garder une expertise dans une dimension, mais qui doivent savoir facilement travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Si je peux me permettre, je ne vais pas forcément répondre à votre question, mais je vais vous ajouter un champ de contraintes supplémentaire. Si vous pouviez aussi former des filles. Hein? Non, parce que je vous promets que c'est un vrai problème. Quand vous regardez le ratio homme-femme dans une entreprise comme Dassault Systèmes, c'est à pleurer. Et nous, on a besoin de recruter des femmes, beaucoup, et on ne les trouve pas. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'offre des diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs, au sens large, c'est 83% de garçons, 17% de filles. Pour des entreprises qui ont besoin vraiment d'avoir, pour des raisons business, des raisons de sensibilité business, quand on adresse 12 industries, 68 segments de marché, on est sur le fashion, on est sur le consumer good, on n'est pas que sur des trucs très techno. On a besoin d'avoir, je dirais, des skills que l'on va trouver peut-être plus facilement chez des femmes. Et on en cherche et on n'en trouve pas. Donc si vous pouviez nous aider à remonter le ratio, on vous en serait très reconnaissant et on serait vraiment client. Alors, moi je peux dire le contraire, c'est-à-dire, je suis ravi d'être dans une société pour la première fois de ma vie où la majorité c'est les femmes. Mais ça demande une adaptation de la boîte, des horaires. Et aussi, en plus, on est une société relativement jeune parce que 54% des gens, ils ont moins que 35 ans. Alors, avec beaucoup de jeunes qui ont une autre manière de travailler. Et ça, c'est très intéressant pour nous, mais il faut être ouvert et s'adapter et donner la possibilité aux femmes de prendre des responsabilités et de rester. Il faut qu'on voit si on ne peut pas faire des échanges. Oui. Et tout ça, malgré que c'est vrai, côté informatique, on n'est pas terrible. Moi, j'ai 24%. Et comme on est 850, ça fait quand même, ça joue. Si ce n'était pas l'informatique comme ça, on serait beaucoup plus. On n'a pas parlé de la génération Y. Alors, habituellement, il y a toujours comment gérer la génération Y. Frédéric. Je ne sais pas, comme je suis en train d'échouer avec mes enfants, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour donner non, mais sérieusement, je pense qu'il faut à la fois leur montrer de manière pédagogique un certain nombre de choses, leur ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses, il faut les écouter. Moi, j'avoue que mon lab perso, c'est mes cocooning. Ouais, c'est mes gosses, quoi. Enfin, j'ai des gosses incroyables, quoi. Enfin, bon, donc, je me dis que je n'étais pas comme ça à leur âge. Ils sont vachement délurés, ils ont peur de rien, ils foncent dans le tas. D'accord, ça c'est très personnel. Oui, mais chez Dassault Systèmes, ça m'a l'air plus sérieux quand même. Et je retrouve les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'affranchissent d'un certain nombre de contraintes. Et nous, on n'était pas vraiment capable de s'en affranchir. Je trouve qu'il y a une vraie fraîcheur. Moi, je pose pas tellement les problèmes en ces termes-là. Moi, je trouve que chaque génération a sa valeur et celle qui arrive là, moi, je la trouve assez rafraîchissante. Il paraît qu'ils sont pas très fidèles. Benjamin, ça dépend. Nous, on voit beaucoup d'entrepreneurs. Alors, on a la chance, comparé à des environnements, on est une sorte d'environnement d'incubation, bien qu'on ne fasse pas de sélection, mais comparé aux environnements d'incubation purement numériques, où les moyennes d'âge sont très très jeunes, on va se retrouver avec parfois des moyennes d'âge en dessous de 25 ans, en dessous de 22 ans. Ici, nous, on est plutôt dans la trentaine. On a un mix entre des porteurs de projets qui vont être des ex-Apple, des ex-Parrot, etc. Et puis des gens qui sont sur leur premier projet. Là où on voit une vraie mixité, je dirais, sur le côté génération Y, c'est que on a des gens qui viennent d'univers, école business, etc., qui se lancent dans la conception d'un objet. Et ça, c'est assez fou. Donc on est en train de créer des outils, les outils méthodologiques qu'on crée, ils sont aussi faits pour accompagner ces personnes. Et dans les profils qui, je le pense, deviendront demain en tension, il y a le développement produit, les personnes qui sont au fait de ce que c'est que créer un produit physique. Aujourd'hui, on est au milieu de deux courants. Le courant des sociétés de services qui font des objets pour aller chercher de l'information dans l'environnement, donc qui font des objets connectés. Et puis les sociétés industrielles qui font du tuyau au kilomètre et qui se disent un jour, tiens, je vais mettre une puce dessus pour pouvoir vendre un peu plus de services ou une solution globale.
je vais devoir toucher le sujet d'électronique. Comment je fais? Bien, il faut des gens qui sachent développer des produits. En France, on a une patrie magnifique d'ingénieurs, de designers, j'en passe et des meilleurs. Donc, profitons-en, il y a une opportunité magnifique dans ce sens. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Bonsoir. Je travaille dans le conseil, mais je donne plutôt du conseil auprès des DSI. Et en fait, quand je discute avec eux, ils me posent toujours la question de leur rôle dans la transformation digitale, mais auprès des employés. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez évoqué les différentes nouvelles méthodes de travail, les nouveaux modes collaboratifs entre le métier et les techniques. Donc je voulais savoir en fait comment voyez-vous l'interaction entre les DSI et justement les DRH. Comment doit s'opérer en fait cette répartition des rôles? Nous, on travaille, enfin moi je travaille très près avec l'ARH parce que c'est, comme j'ai dit, pour nous la transformation d'entreprise c'est une transformation globale, ça concerne tout le monde. De notre côté, et pour tout ce qui est soft skills, c'est-à-dire nous on a une tendance de prendre des compétences techniques et la vision RH, j'ai quelqu'un dans l'équipe RH qui travaille pratiquement 100% avec nous et de temps en temps on travaille avec des cabinets. Voilà, c'est pour moi c'est un partenaire, la même chose que les ventes, c'est la même chose que les autres directions, mais quand même pour tout ce qui est recrutement, évolution, c'est quelqu'un que je vois presque tous les semaines, j'ai un petit rendez-vous, voilà, on travaille des méthodes agiles, c'est-à-dire je ne prends pas des rendez-vous comme ça, mais oui, c'est très près, on est obligé. Oui, je suis d'accord avec ça. Je crois que ce qui est important, c'est d'utiliser une méthodologie agile pour avoir une organisation adaptée à la transformation digitale. Et donc, moi, je vois une équipe rapprochée avec le CDO, le DSI, l'ADRH, qui partagent des sujets, établissent une roadmap en commun et puis ensuite regardent les éléments de mise en œuvre. Parce que le DSI doit mettre en œuvre des éléments liés au système d'information, mais ça doit être fait de façon collective et pas de façon verticale comme c'était fait. Parce que sinon, on se retrouve avec des gens qu'on n'a pas aidés, qui finalement choisissent une techno qui est juste celle que personne ne veut, ou personne n'est adapté à ça. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir un travail collaboratif de identification des besoins de chacun, identification des barrières, et ensuite mise en place en commun d'un plan d'implémentation. Et ça, c'est un changement radical. Peut-être la parole encore à Frédéric, parce que c'est Dassault Systèmes est une des rares entreprises où la patronne des systèmes d'information est aussi la DRH du groupe. Oui, nous, on a répondu à cette question en 2009. On a regroupé People and Environment. Donc, du coup, effectivement, comme vous le dites, notre patronne coiffe, qui s'appelle Laurence Barthez, coiffe plusieurs fonctions. Et c'est elle qui est à la fois la patronne du patron DSI Group et qui est la patronne des RH. Et donc, d'ailleurs, son titre, c'est CPIO, donc c'est Chief People and Information Officer. Voilà. Donc on a réconcilié deux. Ce que vous dites est tout à fait pertinent. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas possible de détacher les hommes de leur environnement, et si on les regroupe dans la même organisation, c'est quand même beaucoup plus facile pour pouvoir faire ces développements. En tout cas, il n'y a pas de risque qu'on n'aille pas tous dans le même sens. Allez-y pour votre question. Alors, Ilias Guénoun, je suis directeur technique chez un éditeur. J'ai une question particulièrement pour Orange, mais ça peut intéresser les autres aussi. Quand on est une entreprise à la pointe de la technologie, donc on va parler d'IoT, Big Data, etc., mais derrière qu'on doit gérer un technocentre à Amman, un autre à Abidjan, qui ont des problématiques complètement différentes. Comment on fait? Comment on fait, à quel niveau? On est sur du B2C, donc des gens qui n'ont pas forcément des mobiles sophistiqués, qui n'ont pas les réseaux adaptés. Donc, est-ce que c'est les mêmes compétences qu'on va mettre en France que dans ces pays-là, ou bien est-ce qu'on va être plus adapté?
Alors, on adapte effectivement, hein, parce que vous citez effectivement le Technocentre d'Amman et puis le Technocentre d'Abidjan. On a déjà des profils qui sont extrêmement différents, puisque ce sont des cultures différentes et des marchés à adresser qui diffèrent également, notamment par rapport aux technos qu'on peut avoir sur place. Donc, non, on adapte complètement. Après, il est tout à fait possible pour un salarié de travailler effectivement sur le technocentre d'Amman et puis d'évoluer, je dirais, vers le technocentre d'Abidjan. Parce qu'en fait, le cœur est le même. On vit en fait pour et par l'innovation. Donc je pense que la passion fait aussi beaucoup. Et puis on est beaucoup à l'écoute aussi du marché, des clients, pour pouvoir s'adapter et fournir, produire les produits et services dont le marché a besoin. Une question complémentaire? Merci. Bonjour, Pascal Bigard. Moi, par rapport à la transformation digitale, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, il y a une catégorie de personnes qui sont le middle management, qui est un peu perturbé par l'arrivée des solutions agiles, des travaux transverses. Alors les collaborateurs, ils retrouvent améliorent leur employabilité en apprenant des nouvelles choses. Le middle management peut perdre un petit peu ses repères. Est-ce que, quand vous avez traité la transformation, vous avez fait un accompagnement particulier avec les RH sur cette population-là? Alors, le middle management, le sacrifié de la transformation numérique. Alors, il y a un accompagnement, bien sûr, qui se fait pour le middle management. Maintenant, je suppose que c'est un petit peu comme ça dans toutes les entreprises, hein. On est manager, mais on n'est pas que manager. Aujourd'hui, on a un vrai rôle, une activité opérationnelle. Et le rôle de manager est bien un rôle. Donc, c'est complémentaire. Donc finalement, la personne qui se retrouve en middle management va également avoir un rôle dans cette organisation agile et donc va s'y retrouver. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que chez nous, ça se passe. Donc pas de souci chez Technocentre. Et... Non, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit. Nous, c'est pareil. Chaque personne a au moins un rôle, et puis il y en a qui ont un rôle de people manager. Donc, ça veut dire qu'ils ont un certain nombre de responsabilités dans la communication, dans le développement, dans l'accompagnement de leurs collaborateurs. Et effectivement, ces gens-là sont amenés à avoir des formations, même être certifiés sur le rôle de manager, de façon à s'assurer effectivement, progressivement, on monte en compétences dans ce domaine-là. Benjamin, votre avis? De notre côté, nous, on a construit progressivement, avec beaucoup d'entreprises, des ateliers qui sont basés sur le design de service, où finalement, quand on met tout le monde dans une même pièce et qu'on les fait raisonner autour de maquettes et de prototypes de l'endroit où ils travaillent, par exemple, on va faire plancher sur la question du middle management, du collaborateur d'accueil, etc., etc. Et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Dans le secteur bancaire, assurantiel, on a fait redesigner des agences ou des formats d'agences avec des recommandations qui partent après, qui sont partagées par les équipes et qui sont données aux programmistes, aux architectes, etc., qui travaillent sur la suite des projets. Mais ça peut être aussi des méthodos de ce genre-là qui permettent de travailler sur... Vous avez des méthodos tels que le service blueprint ou d'autres qui vont permettre à chacun de comprendre exactement la mission, les outils qu'on a pour accompagner le client. Il y a des outils numériques, il y a des outils physiques. Je serre une main, je fais un sourire, c'est aussi un outil physique. Et finalement, ces outils-là, ils sont très papier-crayon, mais ils permettent d'impliquer tout le monde. Oui, alors, quand on a préparé cette table ronde, j'ai été surpris parce que il y a deux initiatives ou trois en France d'ailleurs. Il y a la banque ING qui crée des tribus en s'inspirant de Spotify, une start-up qui diffuse de la musique en streaming. Il y a le Club Méditerranée aussi qui a regroupé la DSI, ou plutôt qui n'a plus de DSI, Constantinos, et qui a regroupé l'informatique, le marketing, le digital sous la direction d'une DGA en charge de l'expérience client ou du marketing. Mais dessous, ça travaille en tribu avec des nouveaux rôles. Et j'ai été surpris en fait de ne pas entendre ce genre d'organisation avoir été évoqué justement dans vos propres entreprises. Les tribus, voilà, c'est le terme un peu clé que j'ai entendu dans trois grandes entreprises. ING, Club Med et le troisième m'échappe à la seconde. C'est deux communautés, oui, c'est pas les tribus, c'est pas notre sémantique. Chaque entreprise a sa sémantique, c'est pas la nôtre. Très bien.
Bonsoir, Christelle Lambolaise, je suis journaliste. J'ai créé un nouveau média sur l'avenir des métiers RH et innovation RH. Et j'aurais aimé vous poser la question suivante. Il y a très peu de postes encore de CDO, ça commence. Que pensez-vous s'il revient au DRH de devenir le nouveau CDO de l'entreprise? En a-t-il la capacité, et est-ce que ça ne serait pas non plus son destin d'accompagner et de prendre le leadership pour tout ce qui est transformation numérique et digitale de l'organisation? Sinon, on risque d'arriver à des entreprises complètement déshumanisées, robotisées. Et je pense qu'il est temps pour les DRH d'ouvrir leur champ de compétences également. J'ai déjà un peu répondu à la question, hein, puisqu'encore une fois, notre DRH Group est aussi notre CTO. Donc, il n'y a pas de Chief Digital Officer chez Dassault Systèmes? Non. Enfin, il n'y en a pas un en particulier, il y en a plusieurs. Mais, mais effectivement, voilà, mais c'est des gens qui ne font pas que ça. Mais effectivement, la transformation digitale, elle est à bien des niveaux, à bien des échelons, et dans bien des organisations chez Dassault Systèmes. Mais au niveau de la partie people, au niveau de la transformation RH, de la transformation numérique et de la transformation RH, on a quelqu'un qui incarne exactement ce que vous venez de décrire. Ouais. L'humain plus la technologie. Céline, voyez-vous avec une casquette de plus en plus digitale dans l'organisation pour humaniser, comme disait ma consoeur? De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'entreprise, il ne faut pas oublier, hein, c'est-à-dire que demain c'est le digital, c'est sûr, on est déjà dedans, donc voilà, sauf qu'il faut garder le mot humain en tête et ça c'est primordial. Je pense que... En fait, j'ai envie de répondre autrement, mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle de DRH garde son importance, même si effectivement il doit évoluer. Est-ce que ça pourrait être un rôle, effectivement, avec un autre rôle dans l'entreprise, qui soit plus business, ou en tout cas qui soit vu autrement, par le vrai business, entre guillemets? La valeur ajoutée du DRH. Sans nous. Sans nous, est-ce que le business serait ce qu'il est? Je ne sais pas. Robert? J'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais je vais répondre. Attention au cumul des mandats. Cumul des mandats. Parce que en voulant faire plusieurs choses totalement différentes à la même personne, en fait, les gens font tout mal. Et moi, je crois beaucoup... Écoutez bien chez Dassault Systèmes. Non, mais je crois beaucoup... je veux dire, un CDO dans une boîte, ça doit avoir un rôle particulier, bien défini. Et la RH doit avoir un autre rôle bien défini, particulier. Le DSI a un autre rôle. Par contre, ce qui est fondamental, c'est le process de gouvernance et de travail collaboratif. Je crois que... Et il ne s'agit pas de déshumaniser les processus avec le digital, il s'agit justement d'inclure l'humain dans le processus de transformation digitale, mais pas en mettant un CDO DRH, parce que on va prendre un technique qui va complètement délaisser la partie RH, soit on va prendre un RH qui ne connaîtra pas du tout la partie roadmap sur les parties data. Et on ne peut pas être spécialiste de tout. Et on a besoin d'avoir le chief Digital Officer, c'est un rôle qui est stratégique et qui n'est pas anodin. Le DRH, c'est un rôle stratégique et pas anodin. Si vous avez un DRH qui vous recrute des gens et que vous avez 35% de turnover, vous allez être dans la panique. Oui. Donc, je peux répondre à ça. On voit aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de RH bashing, hein, on se dit, est-ce que la fonction va continuer, elle va durer, mais on voit aussi que la fonction se scinde en deux. C'est-à-dire que toute la partie gestion administrative devient de plus en plus outillée, où il y a des logiciels très performants, où ça peut être parfois rattaché aux services financiers. Et puis il y a toute cette partie gestion des talents, acquisition, où là c'est une agilité sur le web, sur Internet, avec des outils collaboratifs de rétention de talents, de marketing RH beaucoup plus poussé pour séduire, pour créer des parcours d'expérimentation client-candidat. Donc, quand je posais cette question, ce n'est pas anodin, c'est pas dire que la RH ne sera plus technique et sur sa valeur ajoutée de gestion d'AP, etc. Mais justement, est-ce qu'elle ne doit pas aller au-delà? Même si elle n'a pas toutes les technicités, elle peut avoir le leadership pour s'imposer et imposer une gouvernance. Vous l'avez dit, une gouvernance. Il y a une norme ISO à l'heure actuelle qui est en préparation au niveau mondial sur la gouvernance.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je prendrai un petit peu mes distances. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que les DRH réfléchissent à leur métier. C'est déjà un métier qui est assez multiforme. Hein. Enfin, quand on regarde la genèse de l'histoire du rôle de DRH dans une entreprise, sans remonter aux anciens militaires qui étaient chefs du personnel, on voit bien qu'il y a quand même une évolution assez forte de cette fonction. Bon. Je crois que vous avez raison. Je pense que la prochaine étape sera une étape de maîtrise de la donnée. Alors, est-ce que les DRH devront être des gens qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs pour être capables de maîtriser par eux-mêmes tout ça? Ou est-ce qu'ils devront être outillés, entre guillemets, avec des gens dont c'est le métier et qui leur rapporteront? Le débat est ouvert. Mais je pense qu'effectivement, c'est la prochaine étape de notre métier. C'est la maîtrise de la data et d'en comprendre, non seulement d'en comprendre la genèse, mais d'être capable de l'analyser. Mais je pense que la question, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une question pour les RH, c'est une question pour les DSI, c'est une question pour le mec qui a conduit les taxis tout à l'heure. Et si lui, il ne s'adapte pas, s'il voit qu'il ne voit pas qu'il y a Uber, etc., il est mort. Et on est tous comme ça. C'est-à-dire notre capacité à s'adapter au numérique, à la prochaine révolution qui va venir, comme ils ont fait nos parents, sauf que ça va beaucoup plus vite, nous conduisent d'être des personnes de plus en plus à s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux modes de management, à l'international, la capacité de travailler en réseau, etc. etc. Ce n'est pas la même chose qu'ils disent pour les RH, ils disent effectivement, on a fait une autre manifestation ensemble pour les DSI. Les DSI, ça n'existe plus, etc. etc. Mais c'est notre capacité de comprendre, de s'adapter, de devenir un petit peu RH, de devenir un petit peu plus business-orienté, etc. Et pour répondre aux besoins et de répondre à nos clients, parce que c'est les clients qui nous font vivre.